bonsoir à vous qui nous recevez du haut des collines d'Uvira jusqu'au port de Matadi, en passant par les quartiers en ébullition de notre capitale. Bienvenue sur Inside News RDC. Si vous nous ouvrez votre porte ce soir, c'est parce que l'heure n'est plus au rapport nissé des chancelleries, mais à la vérité brute que nous vous devons, à vous, peuple souverain. Aujourd'hui, une atmosphère de siège invisible plane sur nos artères. À Kinshasa, 3000 agents quadrillent 60 carrefours stratégiques, paralysant une métropole qui peine déjà à respirer sous le poids de sa propre immensité. Mais ce tumulte administratif n'est qu'un murmure face au silence accablant qui enveloppe Goma. Voilà exactement une année, ce 27 janvier, que la capitale du Nord Kivu est tombée entre les mains de la coalition AFC M23. 365 jours d'une occupation qui agit comme un miroir déformant de notre souveraineté et un test de sincérité pour la diplomatie mondiale. Ce soir, nous disséquons ce bégaiement tragique de l'histoire. Nous irons également au cœur de notre nation, à Kananga, où le chef de l'État tente de dessiner une route de l'espoir pour briser l'enclavement séculaire du Kasaï central. Enfin, nous mettrons à nu le dossier DRC Pass, un investissement colossal de 97 millions de dollars pour notre identité numérique. Est-ce le saut technologique promis ou une nouvelle chaîne dorée forgée à l'étranger? Ce soir, nous exposons la fracture entre les ambitions de prestige et la fragilité d'un quotidien congolais qui ne demande qu'à retrouver sa dignité. Le fait brut est là, indiscutable et amer. Ce 23 au 30 janvier 2026 marque le premier anniversaire de la chute de Goma, qui en cette période était sous pression des rebelles. Depuis voilà un an, le drapeau de l'AFC M23 flotte sur le chef-lieu du Nord Kivu. Une durée inédite dans l'histoire des agressions récentes qui rappellent étrangement les heures sombres de 1998, lorsque la rébellion du RCD s'enracinait sur notre sol. Le miroir international nous renvoie l'image d'un enlisement total. Pendant que les processus de Washington et de Doha multiplient les communiqués de presse, la réalité sur le terrain dément chaque virgule des accords signés. Les pressions américaines ont certes permis un retrait d'Uvira, mais elles semblent incapables de déloger l'occupant de notre poumon économique de l'Est. La justification officielle, portée par les porte-paroles de l'administration rebelle, tente d'imposer un récit de normalisation. Ils vantent les écoles ouvertes, les marchés fonctionnels et ce fameux salombo obligatoire chaque samedi pour nettoyer les rues. Ils cherchent à prouver qu'ils administrent mieux que Kinshasa. Mais la réalité du terrain est une gifle à cette propagande. Goma est une ville asphyxiée. Sur ordre du gouvernement central, les banques restent fermées pour couper les vivres à la rébellion. Conséquence, nos compatriotes sont réduits au système B le plus radical. Pour retirer leur propre argent, ils doivent soit franchir la frontière rwandaise vers Gisenyi, soit subir les taxes usuraires des systèmes de monnaie électronique. La peur est le véritable gouverneur. La société civile rapporte des disparitions, des recrutements forcés de jeunes et une répression systématique de toute velléité de loyauté envers la République. L'analyse indépendante de groupes d'experts comme Crisis Group ou Africa Arabia révèle les rouages financiers de cette endurance. La rébellion ne survit pas par idéologie, mais par le pillage. Les mines de coltan de Rubaya, à elles seules, génèrent environ 800 000 dollars par mois pour les caisses de l'AFC M23. Cette manne a permis aux effectifs de passer de 5 000 combattants en 2022 à plus de 20 000 aujourd'hui. L'impact citoyen est dévastateur. Des milliers de Gomatraciens vivent en exil à Beni ou Bukavu, séparés de leurs familles, tandis que ceux restés sur place voient le coût de la vie exploser. Martin Fayulu dénonce une souveraineté piétinée, tandis que le camp de Denis Mukwege propose 3 piliers de rupture. L'application de la résolution 2773 pour sanctionner l'agresseur, une conférence internationale et un dialogue national pour refonder la cohésion. Est-il acceptable que notre diplomatie se contente de processus moribonds pendant que nos ressources financent ceux qui nous oppriment?
Le fleuve de notre colère ne risque-t-il pas de déborder si la seule réponse de l'État reste l'impuissance militaire? L'impasse à l'Est souligne l'urgence de consolider les bases de l'État là où le drapeau flotte encore avec assurance, singulièrement au centre du pays. Le président Félix Tshisekedi a foulé le sol de Kananga ce lundi pour une mission d'itinérance que le média Info27 qualifie de hautement stratégique. Le fait brut réside dans ce déploiement au Kasaï central, une province qui se trouve au cœur des enjeux de désenclavement et de stabilité. Le miroir international ici, c'est le corridor de Lobito. Ce projet, soutenu par les puissances occidentales, vise à créer une voie royale pour l'évacuation de nos minerais vers l'Atlantique. La visite présidentielle est le signal que la RDC veut raccorder son centre à cette dynamique mondiale. La justification officielle nous est donnée par le ministre des Infrastructures, John Banza, qui présente deux piliers majeurs. Le premier est l'inspection de la route Kananga-Kalamba-Mboji. Ce tronçon de 230 km est baptisé « Route de l'Espoir » car il doit permettre aux opérateurs économiques du Kasaï de rejoindre la frontière angolaise en quelques heures seulement. Le second pilier est l'éducation, avec l'inauguration ce mardi du nouveau campus de l'UNICAN, capable d'accueillir 3500 étudiants dans des bâtiments modernes répondant aux normes LMD. La réalité du terrain, cependant, rappelle que le désenclavement est un marathon. Si la route est désormais praticable, sa pérennité dépendra de l'asphaltage complet et de la construction de ponts capables de résister aux pluies diluviennes de la région. L'analyse indépendante des acteurs de la société civile kassaïenne salue ces avancées, mais reste vigilante. Il s'interroge sur le contraste saisissant entre ces inaugurations et le sort des fonctionnaires de Bolobo ou les victimes de l'Est. Il existe une crainte que ces infrastructures ne restent des îlots de modernité dans un océan de précarité si l'énergie n'est pas au rendez-vous. L'impact citoyen de la route Kalamba-Mboji est immense. C'est la fin annoncée de la dépendance aux approvisionnements coûteux venant de l'Est ou du Sud. Pour un étudiant de Kananga, l'UNICAN représente la chance d'étudier chez soi, sans l'exil forcé vers Kinshasa ou Lubumbashi. Comment transformer ces infrastructures en véritables leviers de croissance sans une administration intègre pour les gérer? La politique des chantiers est-elle suffisante pour effacer des décennies de marginalisation historique? Le béton et le bitume sont nécessaires, mais la reconstruction de la nation exige aussi une architecture numérique transparente et souveraine. Le gouvernement vient de valider un investissement massif de 97,1 millions de dollars pour le DRC Pass, notre futur système national d'identification numérique. L'objectif est louable, donner une identité sécurisée à chaque Congolais et faciliter enfin l'accès au crédit pour le petit commerce. Mais ce contrat de 20 ans confié à Trident Digital Tech, une firme singapourienne, soulève des interrogations brûlantes sur le coût réel et la sécurité de nos données les plus intimes. Pour percer les non-dits de ce dossier, j'ai demandé à Julia, notre analyste, de nous apporter son regard chirurgical. Julia, bonsoir. Bonsoir, Serena. Il est impératif de dissiper le brouillard sémantique qui entoure ce projet pour en examiner la structure froide. Techniquement, le DRC Pass ne se limite pas à une base de données biométriques. Il s'agit d'une infrastructure de rupture reposant sur la technologie blockchain du Web 3.0. L'objectif stratégique est le déploiement d'une solution d'eKYC, Know Your Customer électronique, qui servira de pivot à toute la gouvernance numérique de la République. Cependant, l'analyse des flux financiers révèle une asymétrie d'informations troublante. Si les besoins en investissement sont chiffrés à 97,1 millions de dollars par le ministère du Plan, la firme Trident Digital Tech Holdings, cotée au Nasdaq, n'a annoncé avoir levé que 2,6 millions de dollars en septembre dernier. Il existe donc un écart abyssal entre les ambitions affichées et la capitalisation réelle mobilisée par le partenaire singapourien. Géopolitiquement,
confier l'exclusivité de l'authentification des citoyens congolais pour les 2 prochaines décennies à un prestataire unique expose la nation à un risque de dépendance technologique structurelle. Structurellement, le DRC Pass vise une inclusion financière de 65% d'ici 2028 en automatisant l'évaluation du risque de crédit. Mais la viabilité de ce modèle dépend de la robustesse de nos infrastructures de télécommunications. La récente intrusion dans le centre technique de Vodacom à Goma, entraînant une perte de contrôle totale du réseau pendant plusieurs heures, illustre la vulnérabilité de notre architecture actuelle. Sans une souveraineté numérique résiduelle et une cybersécurité offensive, le DRC Pass pourrait devenir un talon d'Achille plutôt qu'un bouclier. La responsabilité de l'État ne s'arrête pas à la signature d'un partenariat public-privé. Elle réside dans la protection de la souveraineté des données de 100 millions de citoyens. Serena, la suite de ce dossier dépendra de la capacité du régulateur à imposer une transparence totale sur l'utilisation des fonds. Merci, Julia, pour cette analyse implacable qui nous rappelle que la modernité ne doit pas se construire au détriment de notre indépendance. Pour vous, chers compatriotes, cela signifie que votre identité devient une valeur marchande. Si le DRC Pass permet un accès au crédit en un clic, il exige en retour une vigilance citoyenne sur la gestion de nos informations. Cette exigence de transparence numérique doit d'ailleurs servir de leçon à la gestion de nos fonds sociaux et de notre justice. La crise de confiance entre l'administration et les citoyens se cristallise aujourd'hui autour de la gestion des fonds destinés aux plus vulnérables. À Kisangani, le dossier du FRIVAO, ce fonds d'indemnisation pour les victimes de la guerre de l'Ouganda, est devenu le théâtre d'un scandale aux proportions alarmantes. Le ministre d'État à la Justice dénonce une augmentation incontrôlée des effectifs. De 3 000 victimes initialement certifiées, les listes vont gonfler jusqu'à atteindre 16 000 personnes pour la seule ville de Kisangani. Derrière cette inflation se cachent des réseaux de fraude et des pressions policières locales qui n'hésitent pas à détourner l'argent du sang pour couvrir des frais de fonctionnement administratif. Plus grave encore, le personnel du fonds subit des menaces physiques sur le terrain, illustrant la dégradation de la sécurité de ceux qui tentent de restaurer l'intégrité de l'État. Pendant que Tshisekedi réclame justice, le Haut-Katanga envoie un signal fort aux magistrats qui seraient tentés de troquer leurs robes contre des espèces sonnantes et trébuchantes. 3 magistrats de la Cour d'appel du Tanganyika ont été condamnés par la Cour d'appel du Haut-Katanga à 36 mois de prison ferme pour corruption. Ils ont été reconnus coupables d'avoir perçu des fonds en échange de décisions judiciaires favorables. Cette condamnation, assortie d'une interdiction d'accès aux fonctions publiques, prouve qu'aucune fonction, aussi haute soit-elle, ne saurait servir de bouclier contre la rigueur de la loi. Dans un effort simultané d'assainissement des services publics, la Corette vient de s'installer au Kombo central. À Matadi, l'objectif est limpide, mettre fin à l'anarchie des pharmacies clandestines. Trop d'officines opèrent sans contrôle, vendant des médicaments dont la provenance et la conservation sont douteuses. La régulation est désormais en marche pour garantir que chaque pilule vendue dans la province réponde aux normes de sécurité les plus strictes. Ces actions coordonnées sont essentielles pour restaurer l'autorité de l'État, mais elles se heurtent chaque jour aux réalités rugueuses de nos infrastructures de base. La République démocratique du Congo vit un paradoxe énergétique saisissant. Nous possédons un potentiel hydroélectrique capable d'éclairer le continent, mais nos villes s'enfoncent dans une pauvreté énergétique chronique. Au Kasaï oriental, le gouverneur Jean-Paul Mbwebwa Kapo explore avec la firme chinoise Starcharge, représentée par Andrew Tan, un projet ambitieux de bus électrique pour Mbuji-Mayi, une vision de modernité verte incluant des stations de recharge solaire. Pourtant, cette ambition se heurte à une réalité brutale, soulignée par l'ONG ACDH. Comment imaginer des stations de recharge ultramodernes dans une province où le réseau urbain de la SNEL peine déjà à éclairer nos foyers? Olivier Ndoale,
secrétaire exécutif de l'ACDH, rappelle un chiffre qui interpelle. 90% de notre population dépend encore du bois de chauffe pour survivre. Ces bus électriques pourront-ils circuler demain si le courant manque aujourd'hui pour éclairer les salles de classe de nos enfants? Sans une planification énergétique intégrée, ces véhicules risquent de devenir de beaux monuments à l'illusion technologique, symbole d'un grand écart entre nos rêves de modernité et l'absence criante d'infrastructures de base. Le désenclavement ne doit pas être qu'une affaire de bitume. Il doit s'accompagner d'une souveraineté énergétique partagée, où la priorité revient à allumer les lampes de nos maisons avant de charger les batteries de nos bus. À Kinshasa, la réalité du lundi 26 janvier était bien loin des promesses électriques. La capitale a vécu une journée de chaos absolu. Le déploiement de 3000 agents de contrôle, travaillant par rotation de l'aube jusqu'à minuit, a provoqué une panique chez les conducteurs de bus et de taxis. Par peur des tracasseries ou par défaut de documents, de nombreux chauffeurs ont garé leurs véhicules. Résultat, des arrêts bondés et une spéculation sauvage sur les prix. Le trajet Capella-Huillery est passé de 2000 FC à 4000 FC en quelques heures. C'est le retour brutal du système des demi-terrains. Le code de la rue s'est imposé avec sa cruauté habituelle. Nous avons vu des milliers de compatriotes marcher des kilomètres sous la chaleur écrasante du soleil de janvier. Cette dame, partie de l'UPN pour rejoindre Kintambo à pied, incarne la résilience d'un peuple que l'administration semble parfois punir au nom de l'ordre. Ce décalage entre l'ambition de ville moderne portée par les bandeaux TV et la vétusté de nos routes rappelle que le développement ne se décrète pas par des contrôles de police, mais par des investissements structurels. Est-ce qu'il est juste d'exiger des vignettes et des certificats techniques quand nos routes détruisent les amortisseurs des véhicules quelques semaines après leur mise en circulation? Le monde bouge et ses secousses se font sentir jusque dans nos provinces les plus reculées. Le retrait officiel des États-Unis de l'Organisation mondiale de la santé sur ordre de l'administration Trump est un signal alarmant pour notre sécurité sanitaire. Washington, qui contribuait à hauteur de 20% au budget de l'agence, laisse un vide financier immense. Pour nous, en RDC, l'impact est direct. L'OMS soutient la surveillance épidémiologique. Or, le Sud Kivu est actuellement sous une pression insoutenable. Les chiffres sont terrifiants. 21 886 cas de Mpox et 12 951 cas de choléra enregistrés en 2025. Avec le départ américain, nos systèmes de santé déjà fragiles pourraient perdre les ressources nécessaires pour contenir ces flambées. Pourtant, une lueur d'espoir subsiste sur le front économique. Julien Paluku, ministre du Commerce extérieur, a rencontré la Banque mondiale pour accélérer le projet du corridor de Lobito. Ce projet est vital pour l'exportation de nos minerais et l'intégration régionale. C'est la preuve que la RDC doit diversifier ses partenariats stratégiques pour ne plus dépendre des humeurs changeantes d'une seule puissance mondiale. Face aux incertitudes de la politique américaine, notre nation doit renforcer ses propres infrastructures transfrontalières pour peser sur l'échiquier mondial. Nous devons cependant rester lucides sur le grand écart diplomatique. Pendant que le ministre du Tourisme, Didier Mazenga, vante le Léopard Business Village à Rabat, la réalité de Goma nous rappelle que le prestige international ne remplace pas la sécurité intérieure. La RDC doit impérativement aligner son image extérieure sur sa capacité réelle à protéger ses citoyens et à gérer ses ressources. Nous passons maintenant au bref de la nation. Des informations essentielles pour votre vigilance citoyenne, car aucune parcelle de notre territoire ne doit être oubliée. La réouverture des frontières lacustres sur le lac Tanganyika marque un tournant pour la diplomatie régionale. Depuis ce lundi, les embarcations en provenance d'Uvira sont à nouveau autorisées à desservir les ports de Bujumbura, Kigoma et Mpulongo. Cette reprise des échanges avec le Burundi, la Tanzanie et la Zambie intervient juste après le retrait forcé des rebelles du M23 de la zone.
C'est une bouffée d'oxygène pour les commerçants du Sud Kivu qui voient enfin le port de Kalundu reprendre vie. Mais cette lueur d'espoir contraste cruellement avec la détresse sanitaire qui frappe la même province. Le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies révèle que le pillage de 8 structures de santé dans les zones de Ruzizi et d'Uvira a privé plus de 44 600 personnes de soins essentiels. Dans ce chaos, nos compatriotes subissent la coexistence dévastatrice du mpox, du choléra et de la rougeole, tandis que l'insécurité entrave l'acheminement de l'aide humanitaire par des organisations comme ADSSE ou ACTED. Combien de temps encore nos frères de l'Est devront-ils choisir entre la peur des balles et celle des épidémies? Au Lualaba, la modernisation de l'aéroport de Kolwezi reprend enfin de la vitesse. La gouverneure Fifi Masuka a inspecté les travaux d'asphaltage de la nouvelle piste de 3450 mètres. Après des mois d'arrêt pour des contraintes financières, le chantier de la tour de contrôle et du terminal présidentiel progresse. L'ambition est de transformer Kolwezi en un hub aérien stratégique capable d'accueillir des grands porteurs pour le transport des minerais et des passagers. Dans le Maniema, la situation militaire reste tendue mais sous contrôle dans le territoire de Kailo. Les FARDC ont repris plusieurs villages, notamment Kasenga et Kibaraka, autrefois occupés par les miliciens Wazalendo. Si l'armée a repoussé les insurgés, la société civile alerte sur une crise humanitaire aiguë. Les écoles sont fermées et les populations vivent sous la belle étoile, fuyant la psychose des affrontements. Sur le front économique, une lueur d'espoir éclaire le Kasaï. L'avancement à 90% de la centrale hydroélectrique Longudi 2 à Chikapa promet de réduire les coupures d'électricité qui paralysent l'activité locale. Parallèlement, le ministre du Commerce extérieur s'active pour la mise en œuvre du corridor de Lobito, en collaboration avec la Banque mondiale, dirigé localement par Albert Zefak. Ces projets structurants sont indispensables, mais leur réussite dépendra inéluctablement de la sécurité, sans laquelle aucun investissement ne saurait porter ses fruits durablement. Enfin, un cri de détresse nous vient de Bolobo, dans le Maine-Dombe. Les fonctionnaires et les agents de santé sont impayés depuis 3 mois. Ils pointent du doigt la banque Afriland et exigent d'être transférés vers une autre institution de paix. Comment pouvons-nous demander à des pères de famille de servir l'État le ventre vide? La bancarisation censée sécuriser les salaires ne doit pas devenir une source de marginalisation pour nos agents des zones rurales. Pour refermer cette longue édition d'Inside News RDC, jetons un regard d'ensemble sur le visage de notre pays ce soir. Entre l'ombre de l'occupation à Goma, qui dure depuis 1 an, l'espoir des chantiers à Kananga, le pari numérique risqué du DRC Pass et le quotidien éprouvant des transports à Kinshasa, la RDC est à la croisée des chemins. Nous voyons une nation qui tente de se reconstruire physiquement et numériquement, mais qui reste freinée par une insécurité tenace et des défaillances administratives que nous ne pouvons plus ignorer. La pensée du jour nous rappelle une vérité simple. Le fleuve ne remonte pas à sa source, mais il peut irriguer de nouvelles terres. Cela signifie que nous ne pouvons pas effacer les erreurs et les trahisons du passé. Mais nous avons le pouvoir de fertiliser notre avenir par une gestion rigoureuse, une identité nationale clarifiée et une justice qui ne tremble pas devant les puissants. La reconstruction de notre pays exige plus que des inaugurations. Elle demande une énergie stable et un respect sacré pour chaque vie congolaise. Pour approfondir ces enjeux, je vous invite à visionner sur notre chaîne YouTube l'épisode d'Inside News Review, intitulé « L'agression rwandaise, entre mensonges diplomatiques et pillage organisé ». Une analyse nécessaire pour comprendre les racines du mal qui rongent notre Est. Merci, je vous retrouve demain pour une nouvelle édition. C'était Serena, je vous retrouve demain pour une nouvelle édition. Excellente fin de soirée à tous et bonne continuation.